Le projet de budget pour l'année prochaine est de 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains, une augmentation de 21%. La gouvernance a augmenté de 13%. Autre augmentation, l'enveloppe allouée à l'agriculture, le niveau d'investissement, la rémunération de l'enseignement pour la gratuité de l'enseignement de base et l'ensemble de la fonction publique. Pourtant, certains experts estiment que le dit budget n'est pas réaliste. Voici le document qui servira d'outil de travail des députés nationaux et sénateurs pendant cette session ordinaire de septembre. Le projet du budget pour l'exercice 2025 a été déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement par la Première ministre Judith Suminwa. Il est chiffré à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. Une augmentation de 21% par rapport à celui de 2023. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Dans ce projet, le gouvernement a augmenté de 13% l'enveloppe allouée à l'agriculture pour promouvoir cette activité primaire de base. Autre augmentation, c'est au niveau du budget d'investissement à hauteur de 18%. L'amélioration de la rémunération non seulement des enseignants, mais également de l'ensemble de la fonction publique est prise en compte, ainsi que l'ambition de diversifier l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Au vu des enjeux de l'heure, une question se pose. Est-ce réaliste? Pour atteindre son objectif, le gouvernement mise sur l'élargissement de l'assiette fiscale, ce que dément l'Observatoire de dépenses publiques. Il est irréaliste et il n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que en 2022, nous avons mobilisé 9,8 milliards de dollars. Ok? En 2023, nous avons mobilisé 9,6. C'est-à-dire qu'on était déjà en train de descendre. Quels sont les indicateurs qui démontrent que la gouvernance s'est améliorée, la lutte contre la corruption est réelle, les détournements ont cessé, quand on voit tout ce qui a commencé depuis le début de l'année pour nous faire croire qu'on peut doubler les budgets. C'est-à-dire qu'on peut passer de 9 à 18. Ce n'est pas un jeu. Le gouvernement doit être sérieux. On ne joue pas avec les chiffres du budget comme ça. On ne manipule pas le peuple congolais comme ça. Ce n'est pas sérieux. Vous allez faire croire ça à qui? Que vous allez passer de 9 à 18. Et les gaps, qui va payer? La communauté internationale? Parfois, quand elle fait mieux, elle arrive peut-être à peine à 1 milliard ou des trucs comme ça. Donc, je dis que c'est un budget qui n'est pas crédible. C'est un budget fantaisiste, irréaliste. Que fera l'équipe Suminwa pour mettre fin au dépassement budgétaire dans plusieurs secteurs?
La présidence, l'Assemblée nationale et le Sénat explosent toujours le plafond de leurs crédits alloués avec des dépenses énormes. Vous avez des dépassements budgétaires qui se situent entre 145 et 335%, c'est énorme. Et quand on fait ces dépassements budgétaires, généralement, on sacrifie d'autres secteurs qui devaient bénéficier des crédits budgétaires qui leur ont été alloués. Donc, il faut absolument mettre beaucoup plus de discipline pour qu'on espère que ça ne soit plus déjà entendu, comme vous veniez de le dire. Et en plus, la procédure d'exécution. Il faut qu'on respecte la chaîne de la dépense. On a beaucoup de dépenses qui s'effectuent en procédure d'urgence et c'est souvent la grande porte qui est ouverte pour la corruption. Et il faut également réduire les trains de vie des institutions. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 49,7% contre 50,3% pour l'investissement. Pour se développer, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait des investissements. Mais là encore, il faudra, comme la Première ministre l'a fait remarquer aussi, accorder beaucoup d'intérêt aussi au secteur agricole. C'est un bon signe, mais ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est l'exécution. Espérons que ce qui est alloué aux investissements vont servir effectivement aux investissements pouvant booster l'économie nationale et il n'y aura pas de pensions qui seront faites pour alimenter les crédits d'autres institutions publiques qui se distinguent par des dépassements budgétaires. Beaucoup restent sceptiques face à la capacité à améliorer les conditions de vie de la population. Le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, doit jouer son rôle en contrôlant l'équilibre budgétaire et les exécutions des dépenses. Le contrôle parlementaire, c'est aussi les finances. Mais que fait l'Assemblée nationale précisément pour nous empêcher chaque fois ces dépassements et ces maximisations des recettes qu'il faut doubler, tel que c'était décrié dans ce dossier? Justement, madame, c'est avec amertume, sincèrement, que nous constatons les pratiques hériteuses de la Deuxième République à ce qui concerne d'abord le respect de la loi. La loi des finances est une loi comme toutes les autres lois. Et le dépassement budgétaire est une infraction. Ce n'est pas par hasard que le constituant a prévu qu'avant d'examiner la loi des finances, qu'on puisse d'abord examiner la loi de reddition des comptes. Et chaque fois, ça explose. Et je n'ai jamais vu le violaire de la loi des finances être sanctionné. J'aimerais cette fois-ci, je vais prendre la parole, puisque nous allons probablement la semaine prochaine, on attend le retour de notre président de la Chambre, on va d'abord examiner la loi sur la réduction des comptes. Et je voudrais quand même qu'on ait des sanctions. Comment expliquer que nous sommes l'autorité? Madame, nous avons 3 missions régaliennes. La première mission de l'Assemblée nationale, nous sommes l'autorité budgétaire. Le gouvernement fait des propositions, c'est nous qui décidons en dernier ressort et le président de la République promulgue. Mais qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Même s'il y a nécessité, il peut y avoir un cas de guerre, un cas de calamité naturelle, le gouvernement devrait revenir vers nous pour solliciter un dépassement budgétaire. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque les députés, les parlementaires sont devenus des garçons de course, je dis bien des filles de course. Vous avez vu, pas plus tard qu'avant-hier ici, lorsque nous voulons même, nous, députés nationaux élus, nous voulons prendre la parole pour discuter sur la proposition de loi sur le renouvellement de l'État, la prolongation des élections. Les bureaux nous refusent la parole. Vous vous rendez compte? Les bureaux nous refusent la parole, nous, députés élus. Ça sera la même chose avec le budget. C'est ça que je dis que le mal commence d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous comprenons les pouvoirs que nous, parlementaires, députés nationaux, avons? Le budget, c'est nous, ce n'est pas le gouvernement. Comme là maintenant, le gouvernement a déposé les projets. Ça devient, nous nous en approprions. Mais vous allez voir, quand nous faisons les débats là-bas, non, on vous dit non, 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 c'est le président de la République. C'est le discours. C'est qu'on nous dit. Même l'État dit, ah, c'est le président qui a envoyé. C'est le président de la République qui a envoyé Mouton. La séparation de pouvoir. Non, ça n'existe plus. Alors que nous sommes la deuxième institution. Moi, je suis chef d'un membre du gouvernement.
La deuxième institution du pays, c'est le Parlement. Mais lorsque je vois mes collègues même, la façon dont ils se comportent, non. Ils disent, ah, Excellence, comme ça. Alors, comment allons-nous gérer le pays? C'est pourquoi, moi, j'ai dit, les problèmes d'abord, qu'on laisse les députés. Je l'ai dit ici, puisque je ne peux pas le dire là-bas, on va m'empêcher de le dire. Vous vous rendez compte qu'un député ne peut même pas parler. Alors qu'on l'appelle temple de la démocratie, c'est devenu temple de la dictature. Nous voulons un budget, la sincérité pour nous, budgétaire, c'est la clé de réussite du budget. On ne doit pas, les chiffres, c'est vrai, l'année passée, on était à 14 milliards, nous sommes à 18 milliards, mais nous voulons que ce budget-là puisse se sentir dans les paniers de la ménagère. On parle de l'agriculture, 13%. Moi, je suis ancien ministre de l'agriculture. À l'époque de Mobutu, même, ce n'est pas aujourd'hui. J'étais ministre il y a plus de 30 ans, madame. Mais à notre époque, on sentait réellement les budgets. Aujourd'hui, vous allez voir les 13% là, on ne peut pas les dépasser. Non. Il n'y aura pas de dépassement budgétaire sur 13%. Mais on dépassera pour les dépenses de rémunération, les luxes, les voyages, les véhicules et tout ça, pour engraisser les hommes politiques et les femmes politiques. Et nous nous disons non. Je suis content qu'on a maintenant un président de l'Assemblée nationale qui est consciencieux, qui a été là, il a de l'expérience. Le peuple attend beaucoup de nous. Le peuple attend beaucoup de nous. Et je vous dis, Madame Julie, si ce pays ne va pas, c'est grâce à nous. Je demande à la population de nous jeter, nous. Ce n'est pas le président de la République. Nous, les députés nationaux, parce que nous sommes des élus directs, le peuple nous a fait confiance, mais nous, quand on arrive là-bas, on fait les jalènes. Je m'excuse bien, c'est les jalènes. Je l'ai dit que je demande au peuple congolais de nous jeter de pierres si ça ne va pas. Puisque nous avons le pouvoir de changer les choses. Le chef de l'État n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement. Le gouvernement est notre émanation. Le contrôle parlementaire, c'est notre deuxième mission. Et la troisième mission que nous avons, c'est de légiférer. Mais quel est le contrôle parlementaire que nous faisons? Vous allez voir maintenant, on va commencer. On va faire défiler les mandataires. Mais qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura ah non, non, voilà, hein, il est de l'IDPS, il est de ceci, il est de la majorité de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces débats-là. L'Union sacrée, nous avons 95% de la majorité. D'ailleurs, pour moi, on ne devrait même plus parler de l'Union sacrée. Pour moi, le contenu même de l'Union sacrée devrait être revisité puisque l'Union sacrée était conçue comme un bouclier face à la menace du FCC. L'FCC n'existe plus dans l'Union sacrée. Pour moi, c'est vraiment, je m'excuse beaucoup, en tout cas c'est du bluff. L'Union sacrée, donc aujourd'hui, et puis je demande aux collègues, parce que je ne peux pas le dire là-bas, on va me refuser. C'est malheureux. Qu'on ait cité le chef de l'État. Ah, c'est lui qui a envoyé la proposition des lois là, sur la propagation. Est-ce que le chef de l'État connaît? Parce que nous sommes là, nous sommes les députés de l'Union sacrée. Nous avons été élus aussi. Mais on a l'impression que non, nous sommes des garçons de course, au défi des courses, de certains collègues ou de certains politiciens. On est venu là-bas pour faire les jalets. Non. Moi, j'ai dit, madame, je l'ai dit ici devant votre micro, si ça continue comme ça, moi, Willy Michik, je quitterai l'Assemblée nationale. Et ça va rester dans l'histoire qu'il y a eu un député national qui s'est opposé au système qui a quitté. On va prendre le dernier dossier.